Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour 2 heures d'actualité et de débat. Dans l'actualité, justement, de ce vendredi, avec le réchauffement climatique et la sécheresse précoce, la France se prépare à de possibles incendies de nouveau cet été. Emmanuel Macron est en déplacement dans le Gard pour inaugurer la météo des forêts, un indicateur prometteur que le gouvernement met en place pour anticiper et pour agir. Et l'une des conséquences dramatiques du réchauffement climatique, c'est aussi l'émergence de potentielles pandémies. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur la possible arrivée de cette fameuse fièvre hémorragique de Crimée-Congo, transmise par des tiques et qui a déjà fait des malades chez nos voisins espagnols. On fera le point avec Benjamin Roche, directeur de la recherche à l'IRD et spécialiste en maladies émergentes. La France est-elle trop bien notée après Fichte en avril? Le pays pourrait recevoir ce vendredi une nouvelle appréciation à la baisse de la part de S&P Global. On fera le point dans le journal. Puis une plainte massive contre Renault pour tromperie aggravée et tromperie commerciale trompeuse après que des consommateurs ont acheté des véhicules au moteur défectueux et engendrant de graves conséquences de sécurité. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, dans le Gard aujourd'hui avec ce déplacement consacré aux feux de forêt, au programme une rencontre avec les acteurs chargés de la lutte contre les incendies et le lancement de la fameuse météo des forêts, cet outil créé après les feux de forêt massifs de l'été dernier. La filière des Canadair, d'après lui, doit être relancée. Écoutons Emmanuel Macron à ce sujet. Le Canadair, qui est une fierté française, vous le savez, c'était la fin d'une histoire industrielle. Nous l'avons relancé avec notre partenaire Havilland. On reprend la chaîne de production. On a un simulateur qui sera installé à Nîmes et qui permettra de faire ici l'avant-poste, l'avant-garde justement de l'industrialisation. Et on aura les 2 premiers qui seront déployés au plus tard pour 2027. Et ensuite, on va essayer d'accélérer la montée en charge. Et de nouveaux moyens exceptionnels justement pour lutter contre les feux de forêt avec la sécheresse et le manque d'eau. Cet été, c'est l'été de tous les dangers qui s'annoncent effectivement avec d'importants matériels qui sont attendus un peu partout. Emmanuel Macron est d'ailleurs en visite aujourd'hui sur la base de Nîmes-Garons, comme on vient de le voir, cette nouvelle base de commandement qui a vu le jour, comme nous l'expliquent Véronique Gaglione et Sylvain Daubat. Regardez. Ils sont prêts pour la saison des incendies, pilotes et appareils. Sur la base de la sécurité civile, c'est une perpétuelle remise en question. On essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé l'année dernière avec les moyens qui, des fois, étaient compliqués à avoir sur les chantiers. On a renforcé les moyens avec des hélicos et un dash supplémentaire. Donc aujourd'hui, on sera prêt à répondre à toutes les interventions. C'est ici à Nîmes que sont concentrés les moyens aériens pour toute la France. 12 Canadair, 8 Dash et 33 hélicoptères. Avec cette année 9 appareils supplémentaires. Chaque jour, les pilotes quitteront le Gard pour rejoindre les incendies là où ils se trouvent. Parfois à 1 heure de vol comme l'été dernier en Gironde. Ils peuvent y rester plusieurs semaines. Ils peuvent aussi être prépositionnés au cas où. Les Dash. Yes. OK. Canadair. Il y en a qu'un aujourd'hui. À côté de la salle opérationnelle, des salles de commandement. Et c'est la nouveauté cette année. Météo France, l'Office national des forêts, la sécurité civile et les pompiers partageront les mêmes bureaux pour décider plus vite. On pourra échanger en direct entre nous pour prépositionner les moyens, pour mettre en place des circuits de guet armé aérien, pour concentrer les forces, pour appeler des renforts, puisque la solidarité interzonale peut se mettre aussi en place par ce centre national. La stratégie française, c'est d'attaquer les feux naissants. 90% des incendies sont éteints avant d'atteindre les 5 hectares. Les Dash sont souvent utilisés pour des patrouilles de surveillance. On a des gens au sol qui déterminent le taux d'hydratation de la végétation, les températures, la sécheresse environnante. Et ça détermine une zone de risque. Là-dessus, vous rajoutez bien évidemment le vent, qui est un gros facteur. Et ça va nous donner un niveau de risque. Si le niveau de risque est élevé, eh bien, on va mettre nos avions en vol. Malgré tout, 72 000 hectares ont été brûlés l'an dernier en France. Un bilan très lourd, autant que les 5 années précédentes réunies. Et on en parle avec nos invités parce que oui, le réchauffement climatique est dans tous les esprits au moment où l'on se prépare une nouvelle fois à un été chaud. Très chaud, avec les risques que l'on connaît, avec les liens directs et indirects sur la planète. Bonjour Marie Coé. Bonjour. Vous êtes militante, porte-parole d'Alternativa Paris. Bonjour Julien Vincent. Bonjour. Vous êtes architecte et élu à l'Ordre des architectes. Et puis à distance, nous sommes aussi avec Philippe Sier. Bonjour Philippe Sier, vous êtes directeur de recherche au LSCE. Bienvenue
sur France Info. Première question, tout d'abord, j'aimerais qu'on commence avec cette nouvelle étude qui vient de paraître, justement, dans la revue Nature. J'imagine qu'ici, sur ce plateau, vous la connaissez. Elle est un peu inquiétante. Son auteur est suédois. Il a fait un travail inédit qui identifie 5 points de bascule pour un monde sûr et juste. D'accord ? C'est le climat, la biosphère, l'eau, les cycles des nutriments, la pollution de l'air. Marie, pour vous, c'est quoi un monde sûr et juste aujourd'hui ? Un monde sûr et juste, c'est un monde dans lequel on va pouvoir assurer non seulement la survie, mais la vie de chacun, la capacité à s'épanouir, la capacité à vivre dignement. Et aujourd'hui, ce que dit cette étude, c'est en fait une continuité par rapport à d'autres études qui ont été faites et qui sont faites depuis plusieurs décennies. Et je crois que l'auteur faisait une métaphore qui était vraiment intéressante, où il disait, en fait, si jamais la planète était un corps, on serait malade et tous les organes seraient atteints, pas simplement le climat, c'est d'autres sujets aussi, mais on peut encore guérir, et il y a encore des leviers d'action. Alors il a dit qu'il y avait justement 4 de ces 5 points de bascule qui avaient été franchis. Julien, vous le vivez comment, vous, quand vous lisez qu'il y a 4 des 5 points de bascule qui ont été franchis? Évidemment, à première vue, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Cela dit, les périodes de défis, les périodes de crise sont souvent des périodes d'innovation. Donc j'ai aussi tendance à faire confiance à l'humanité, à faire confiance aux professionnels, à faire confiance à nous tous pour trouver des solutions. On en a déjà certaines et les autres sont à inventer. Philippe Sier, vous êtes à distance avec nous aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi une planète juste et sûre, scientifiquement parlant ? Juste et sûr, scientifiquement parlant, c'est une planète où on peut faire habiter toute l'humanité dans des conditions acceptables. Et ce que l'étude montre, c'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup de régions où plusieurs de ces enveloppes planétaires, plusieurs de ces limites ont été dépassées. Et il y a des régions comme le nord de l'Inde, le nord de la Chine, où en fait, on a pratiquement dépassé toutes les limites. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des limites qui sont réversibles. Par exemple, la pollution de l'air, si vraiment on émet moins, on va tout de suite revenir à de l'air plus pur. Pour le climat, c'est plus problématique parce que les émissions de CO2, en fait, elles réchauffent le climat et il nous reste que très peu d'années pour les réduire afin de rester sous les 2 degrés. Après, il sera vraiment trop tard. Alors Philippe Sier, justement, vous parliez de ces transformations avec plusieurs degrés. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi dans l'esprit collectif, on ne se rend pas compte que 1 degré, 1,2 degré, 1,5 degré, 2 degrés, c'est dramatique. Quand on parle, par exemple, très personnellement, de plus 1 degré, j'imagine qu'on passe de 28 à 29 degrés, mais pour la planète, ce n'est pas le cas. Vous pouvez nous l'expliquer très concrètement pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit ? De manière très concrète, si on regarde ce qui impacte l'agriculture, ce qui impacte les populations, c'est surtout les événements extrêmes. Et avec un réchauffement de 1 degré, on a déjà 2 fois plus, par exemple, de vagues de chaleur comme 2003 ou 2022 qui arrivent. Avec un réchauffement de 1,5 degré, qui est déjà l'objectif le plus optimiste qu'on peut avoir, on en aura 3 ou 4 fois plus. Et donc l'exposition aux extrêmes climatiques, elle augmente très rapidement. Et chaque dixième de degré compte de ce point de vue-là. Marie Coé, vous êtes sur le terrain, vous êtes une militante activiste, vous dansez aussi pour ce climat. Est-ce que vous, en tant que femme, en tant que jeune femme notamment, lorsque vous entendez cela, lorsque vous voyez ce qui se passe, vous avez peur ? Vous avez peur pour votre futur aussi peut-être ? Est-ce que vous vous posez des questions ? Est-ce que je vais avoir un enfant ou pas sur cette planète ? C'est quoi votre cheminement par rapport à tout ça ? Moi, j'ai l'impression d'avoir... j'ai eu un sentiment de peur très longtemps. Et en fait, c'est le fait de me retrouver dans des groupes activistes, militants... où on pouvait discuter, qui m'a permis de transformer cette peur en action, en possibilité de trouver des solutions et aussi en colère. Parce que finalement, je pense que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que le changement climatique, tout ça, c'était quelque chose d'un peu naturel contre lequel on pouvait finalement pas grand-chose et qu'on avait du mal à s'en sortir. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a des responsables identifiés, il y a des gouvernements qui n'agissent pas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Pour vous, il y a une inaction voulue de la part des gouvernements ? Pour moi, il y a réellement une action qui est complètement voulue. On peut prendre l'exemple de notre propre gouvernement avec Emmanuel Macron qui, il y a quelques semaines, appelle à faire des pauses environnementales ou Gabriel Attal qui, sur ce plateau hier, disait que en fait, on n'avait pas d'argent à consacrer à la transition écologique et on n'allait pas pouvoir s'endetter, comme si l'enjeu de l'endettement était plus important que l'enjeu de la survie, en fait. Vous voulez dire qu'on n'a pas le choix, en réalité, qu'il faut agir tout de suite? C'est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Exactement. On a encore des fenêtres d'opportunité, et les scientifiques le disent, on n'est pas du tout dans un désespoir acté. Il y a encore des choses à faire. Plus on attend, pire ce sera.
Et du coup, il y a des choses à faire très concrètes maintenant. Mais j'allais justement vous poser la question sur ce plateau. Là, il y a eu un réchauffement climatique de 1,2 degrés. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et je pense notamment à vous, Julien Vincent, et aux habitations. Ça veut dire quoi pour les gens qui habitent notamment dans des passoires thermiques? Elles vont dans les deux sens. On a très froid quand il fait froid, on a très très chaud quand il fait chaud. Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Ce que vous dites, c'est vrai, mais il y a en plus un peu plus compliqué que ça, c'est que parfois, des bâtiments plutôt performants pour l'hiver peuvent être assez difficiles à vivre en été. Pourquoi? Je ne veux pas rentrer dans des détails trop complexes pour vous ennuyer, mais globalement, si vous il y a des isolants d'hiver et des isolants d'été, si je résume. Un isolant d'été, ce que j'appelle un isolant d'été, c'est un isolant qui va ralentir la traversée de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Et ces isolants-là, qui sont les matériaux biosourcés, qui viennent de la nature et qui ont plein d'autres qualités, sont nécessaires pour éviter que la chaleur rentre dans les bâtiments. Ce n'est pas toujours le cas de ce qui est posé dans un projet, dans une rénovation, et c'est ce qui pourtant est nécessaire. Philippe Sier, très rapidement, on parle beaucoup des gaz à effet de serre qui réchauffent en réalité le climat, avec ce double effet, l'effet soleil et l'effet gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que concrètement, on n'arrive pas à les réduire drastiquement, utilement? Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui restent à faire pour réduire la demande en énergie. C'est-à-dire qu'on est gourmand en énergie, le développement économique s'accompagne d'une augmentation de la quantité d'énergie utilisée. Donc il y a déjà, je pense, un effort à faire, un peu qu'on dit la sobriété et la demande. Et ensuite, oui, je pense qu'il faut réaliser, un changement de la structure des systèmes de production de l'énergie, en particulier pour l'électricité. On sait que tant qu'on n'aura pas de l'énergie bas carbone en très grande quantité, les émissions vont continuer à augmenter. Et la troisième chose, c'est que, on peut dire tout ça, on a l'impression que c'est très abstrait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que le système financier, les banques, etc., arrêtent de subventionner les investissements dans les énergies fossiles pour favoriser l'accroissement des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a aussi un effort très important à faire de la part des systèmes financiers pour faire en sorte qu'on puisse accélérer cette transition. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas les gouvernements, la sobriété. Il faut vraiment arrêter de subventionner l'utilisation des énergies fossiles. C'est ce que vous disiez, Marie Coé, tout à l'heure. Il faut agir maintenant, on peut encore faire marche arrière. C'est exactement ce que je dis. Je suis d'accord avec ce que dit monsieur. Les leviers aujourd'hui ne sont pas au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ont un pouvoir énorme, et les banques, c'est vraiment l'exemple type, qui continuent à injecter des milliards et des milliards dans des énergies qui concrètement pavent notre cercueil, et en fait qui auraient les moyens de faire autrement. Et on l'a vu là récemment avec l'Assemblée générale de Total Energy, par exemple, que ces acteurs-là, les banques, les entreprises d'énergie fossile, n'ont aucun désir de changer de cap. Le réchauffement climatique et la chaleur et ses conséquences, 30,7 degrés à Toronto, 34 degrés à Montréal. Le Canada et l'Est du pays en proie à une vague de chaleur extrême, des centaines d'incendies dont certains sont hors de contrôle, 82 environ. Un phénomène sans précédent dans le pays raconté par Muriel Rousselin. Regardez. Dans les rues de Montréal, tous les moyens sont bons pour se protéger de la chaleur, comme faire une pause à l'ombre pour s'hydrater ou marcher torse nu en pleine rue. Les habitants de l'Est du Canada suffoquent à cause d'une vague de chaleur extrême. Nous buvons beaucoup d'eau, nous restons autant que possible sous le climatiseur. Et si nous sommes à l'extérieur, nous essayons de rester à l'ombre. Il y en a qui ont plus de misère que d'autres. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes obèses, les autres ils ont des problèmes de santé. C'est sûr que c'est plus difficile. Avec des points de rafraîchissement, ces centres d'accueil pour sans-abri sont plus fréquentés que d'habitude. C'est important parce que j'ai dormi dehors au soleil pendant 4 heures, puis j'ai quasiment été brûlé comme là. On a beaucoup plus de monde qui viennent pour se rafraîchir, avoir un endroit où s'abriter et avoir de la nourriture. Cette vague de chaleur fait craindre un regain des feux de forêt, alors que le nord du pays est déjà touché par plus de 200 feux, dont 82 restent hors de contrôle. 82 feux de forêt qui restent hors de contrôle, on vient de le dire, c'est assez hallucinant. Ces feux ont ravagé, on va quand même le rappeler pour les gens qui nous regardent, 2,7 millions d'hectares de végétation. C'est 8 fois plus que la moyenne sur les 30 dernières années. Julien Vincent, qu'est-ce que ça vous évoque une nouvelle fois? Eh bien, on doit tous agir. Donc, nous, les architectes, urbanistes, aménageurs, on peut forcément freiner l'urbanisation des zones en bord de forêt. Ça aura toujours de l'impact.
Mais vous avez un poids là-dessus, vous pouvez réellement freiner les aménagements des habitations en bord de forêt. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Je ne peux pas vous le garantir, mais on peut en tout cas distiller les messages. On peut expliquer, on peut faire de la pédagogie auprès des maires qu'on croise régulièrement à propos de nos projets. On peut agir au moment des réunions publiques des PLU. On peut être impliqué dans ces PLU, plan local d'urbanisme. On peut être impliqué dans ces démarches et on peut au moins tenter de passer ces messages pour ralentir le phénomène. On peut aussi, en comprenant les incendies qui démarrent dans des bâtiments qui sont souvent liés à l'électricité, au gaz, enfin au réseau, on peut aussi être très vigilant lorsqu'on fait une rénovation, lorsqu'on intervient sur un bâtiment ancien, pour arriver à le sécuriser au maximum et pour le plus longtemps possible. Je comprends. Des choses comme ça. Philippe Sier, vous êtes toujours à distance avec nous aujourd'hui. Il y a un double impact ici avec ces feux de forêt. Il y a un impact à la fois sur le cycle naturel, sur la nature, sur le climat. Comment est-ce qu'on l'explique une nouvelle fois? Parce qu'on se dit, voilà, il y a un feu de forêt, quand on arrive à l'arrêter, ça va probablement repousser, on va s'en sortir. Mais en réalité, les dégâts sont vraiment importants à plusieurs niveaux. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, disons que là, on est vraiment face à un événement extrême en termes de surface brûlée et de CO2 qui est perdu pour l'atmosphère. À peu près 50 millions de tonnes de CO2 ont été perdues en l'espace d'un mois. Pour vous dire, toute la France émet, juste l'activité industrielle, à peu près 300 millions de tonnes de CO2. Ça veut dire qu'en un mois, pour des cataclysmes naturels, le Canada a perdu l'équivalent d'à peu près 15% des émissions de CO2 françaises. Ça va rajouter évidemment du réchauffement climatique. Ensuite, dans les forêts boréales, les forêts repoussent lentement. Elles mettent 100 ans à 150 ans pour réabsorber le carbone et réatteindre la biomasse d'équilibre. Ça veut dire qu'on va avoir un déficit de carbone et on va avoir finalement des écosystèmes qui seront en moins bonne santé. Ça me rappelle en fait cet article dont on parlait au début. Ces limites planétaires, elles sont connectées. En réchauffant le climat, on porte aussi atteinte à l'intégrité des écosystèmes et à l'intégrité des forêts. Et la troisième chose que ça me dit, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent que finalement on peut continuer à émettre du CO2, pas faire attention sur l'énergie, on va planter des arbres et ça nous sauvera, ça absorbera du CO2. Et on voit bien que le stockage dans les arbres, évidemment, ça peut être une solution, mais il est aussi très vulnérable au changement climatique. On peut tout perdre lorsqu'on a des incendies catastrophiques. Donc c'est clair que la seule solution pour limiter le réchauffement, c'est vraiment de réduire les émissions anthropiques et pas de penser qu'on va pouvoir planter des arbres en quantité suffisante pour pouvoir en quelque sorte continuer à émettre du CO2 par nos activités liées à la consommation d'énergie et au transport. Et les conséquences dépassent aussi les frontières. On a vu notamment cet énorme nuage de fumée se diriger vers la côte atlantique des États-Unis. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marie Coé. En réalité, on ne se sent pas protégé. Tout le monde peut être impacté. Tout le monde n'est pas impacté de la même manière par les conséquences du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont le moins responsables de ce qui est en train de se passer et qui subissent le plus des impacts. Et c'est vrai aussi à l'intérieur des pays. En France, les personnes qui ont le mode de vie le plus émetteur, les personnes globalement qui sont les plus riches, sont aussi celles qui subissent le moins les impacts. Vous avez en France, par exemple en Île-de-France, des répartitions très nettes de la pollution de l'air, des impacts aussi de santé liés au réchauffement climatique, parce que vous n'avez pas les mêmes impacts selon si vous avez accès à de la santé facilement, etc. Et donc, c'est les personnes les plus défavorisées qui subissent le plus d'impact. Les personnes les plus défavorisées, Julien Vincent, qui sont la plupart du temps les moins bien loties, en tout cas en termes d'habitation, vous le confirmez? Oui, bien sûr, évidemment. Des personnes qui ne vont pas pouvoir, j'ai envie de dire presque se défendre contre cette chaleur qui essaye de rentrer et qui d'ailleurs souvent est provoquée par d'autres logements qui ont la climatisation, qui soufflent de la chaleur dans les rues autour. Qui, eux, peuvent se le permettre au niveau de la pose de la climatisation, des factures, etc. Et vous avez des personnes qui n'ont pas les moyens et qui se retrouvent pénalisées par ça. Donc, évidemment, la climatisation, parce que justement, vous en parlez, je me permets de vous interrompre à ce moment-là, c'est pas en fait choisir entre la corde et un peu la potion qui nous fait mourir, parce qu'on rejette en fait, en s'hydratant en quelque sorte, en se rafraîchissant chez nous, on rejette de l'air plus chaud à l'extérieur, vous nous le confirmez? Bien sûr. Donc c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée et en plus il y a d'autres solutions. Elles sont un peu moins faciles, c'est-à-dire qu'elles font appel à du savoir-faire, elles font appel à plusieurs techniques combinées. Mais on peut réduire la température de 5 à 10 degrés à l'intérieur sans climatisation. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Alors comment est-ce qu'on fait? Quels conseils on pourrait donner aujourd'hui aux gens qui nous regardent? Comment réduire la température dans nos habitats de façon, vous l'avez dit, plutôt simple?
On a 3 familles de solutions et il s'agit de trouver les bonnes solutions à chaque cas particulier. D'accord. Ça se passe à 3 échelles en fait. À l'échelle du territoire, à l'échelle d'une ville ou d'un tissu où il faut réduire les îlots de chaleur urbains en retirant le bitume, en plantant des arbres, en réduisant le nombre de voitures qui souvent ont tendance à réchauffer une ville aussi. Donc un ensemble de solutions à l'échelle du territoire. Ensuite un ensemble de solutions à l'échelle du bâti. On peut travailler sur des toitures végétales, sur des isolants d'été dans les toitures qui vont ralentir la traversée de la chaleur, éviter que le soleil rentre par les fenêtres. Et aussi, très important, pouvoir ventiler la nuit pour que la température redescende et que le lendemain, on est moins chaud que si on a laissé fermer. Et bizarrement, j'ai l'habitude de dire que les moustiquaires, parfois, réduisent les problèmes de chaleur. Alors, pourquoi les moustiquaires Parce qu'on a remarqué que si vous posez des moustiquaires sur les fenêtres, les habitants peuvent ouvrir leurs fenêtres la nuit, alors que sinon, dans pas mal de régions de France, ils sont embêtés par les moustiques, donc ils laissent fermer la nuit. Et le fait d'ouvrir les fenêtres la nuit, d'utiliser les vents nocturnes pour rafraîchir l'intérieur du logement, il va doucement redescendre en température. Et quand le matin arrive, le soleil arrive, la température est basse à l'intérieur du logement. Alors que s'il laisse fermer pour un problème souvent lié aux moustiques, à ce moment-là, le matin, la chaleur est déjà importante et elle va continuer à s'accumuler. Donc ça, ce sont des solutions à l'échelle du bâti. Et pardon, juste pour finir, il y a des solutions. Le troisième axe, c'est à l'échelle de l'humain. C'est-à-dire qu'on peut tous trouver les bonnes solutions pour avoir moins chaud. C'est-à-dire qu'on ne vit pas pareil à 30 degrés avec... Il y a une question sur l'habillement, ça a l'air bête, mais en fait, ça agit. Et puis, évidemment, en amont de ça, des brasseurs d'air en plafond qui parfois posent la question de la hauteur sous plafond et d'autres petites choses qui ont l'air de rien, mais qui en fait permettent de mieux vivre la chaleur. Alors, autre solution, cette fois plus radicale, et ça se passe du côté de la Ciotat, il n'y aura pas de douche cet été sur la plage pour réduire notamment notre impact sur l'eau et pour nous protéger, pour la préserver. Marie Coé, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est une bonne idée, on va dans le bon sens, il faut réduire les douches, notamment au bord de l'eau, à la plage? C'est un peu une goutte d'eau dans l'océan. Alors, est-ce qu'on ne commande pas par une goutte d'eau pour faire un océan? Évidemment, on peut dire que c'est positif. Après, si à la Ciotat, l'ensemble des personnes qui ont des résidences secondaires remplissent leur piscine, on n'est pas gagnant en termes d'impact. Et là, tout ce qu'on vient de se dire, c'est aussi vraiment rappeler la question fondamentale de la justice quand on parle de dommages environnementaux. Si jamais vous demandez aux gens qui vont à la plage de renoncer à des douches ou en fait à des choses qui parfois ont beaucoup plus d'impact sur leur vie, de ne pas prendre leur voiture, de repenser tout leur mode de vie, mais qu'à côté, vous laissez des gens qui sont d'autant plus privilégiés vivre n'importe comment, vous avez un problème d'acceptabilité. Et en même temps dichotomique, ça ne marche pas, ça s'oppose. En fait, c'est juste pour qu'on transitionne, pour que cette société, elle fonctionne autrement. Il faut que ça se fasse de manière juste. Alors, je ne sais pas si sur ce plateau, je vais vous remonter le moral, mais en tout cas, l'une des autres conséquences dramatiques du réchauffement climatique, c'est l'émergence des maladies, des nouvelles maladies, notamment, c'est le cas notamment de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, véhiculée par cette tique. On l'appelle la tique Yaloma. Oui, mais voilà, le problème, c'est que l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient d'alerter sur le fait que des cas possibles pourraient arriver en France, alors que l'Espagne a déjà été touchée. Regardez. Petite, discrète, mais parfois porteuse de virus très graves. La tique Yaloma, un acarien originaire d'Asie, est présent dans le sud de la France, inquiète. Dans un rapport publié hier, l'ANSES alerte sur le risque d'émergence d'un virus. Alors, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est une maladie qui est caractérisée par des symptômes de type grippaux et éventuellement des troubles intestinaux. En 2020, l'ANSES a décidé de s'autosaisir pour travailler sur le sujet, puisque c'était un sujet émergent avec l'extension de la tique Yaloma dans toute l'Europe. Et cette extension peut augmenter à la faveur des changements climatiques. Un risque d'implantation, car ces tiques prolifèrent dans les environnements chauds et secs. Problème, le virus qu'elles transmettent entraîne des symptômes tels que la toux, les douleurs musculaires et dans les cas les plus graves, des syndromes hémorragiques qui peuvent tuer. Désormais, l'agence recommande de surveiller les zones géographiques identifiées comme les plus à risque et de développer des outils permettant de détecter précocement la présence de tiques. Le meilleur moyen de se prémunir des piqûres reste encore de porter des vêtements longs et d'éviter les herbes hautes.
Voilà, et cette tique qui serait déjà présente en Corse. L'occasion pour nous d'accueillir Benjamin Roche. Bonjour Benjamin Roche, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, spécialiste des maladies infectieuses, notamment Benjamin Roche, avec ce sujet que l'on vient de voir. Ces tiques qui étaient notamment dans des pays beaucoup plus chauds, comme des pays africains, etc., qui arrivent maintenant sur le territoire européen. C'est un marqueur fort aujourd'hui des conséquences du réchauffement climatique, vous nous le confirmez ? Oui, c'est un marqueur fort et c'est loin d'être le seul. Maintenant, depuis aussi une dizaine d'années, on a un moustique qui s'est implémenté dans le sud de la France, qu'on appelle le moustique tigre, qui chaque année maintenant provoque des infections locales, ce qu'on appelle des infections autochtones, dans le sud de la France. Donc il y a une dizaine d'années, on avait une courte épidémie de chikungunya à Montpellier. Chaque année maintenant, on a des cas de dengue dans le sud de la France. Donc ces indicateurs, quelque part, ces marqueurs de l'impact du changement climatique et des activités humaines de façon plus générale sur l'émergence de maladies infectieuses, ces marqueurs sont très nombreux. Benjamin Roche, effectivement, vous venez de nous en parler. Il y a des maladies qui existaient déjà. Cette fièvre hémorragique du Congo, elle existait déjà. C'est quoi cette maladie en fait? Quels sont les symptômes? Est-ce qu'on peut mourir de cette maladie? Est-ce qu'il y a des traitements qui existent? Enfin, le côté traitement, j'aimerais... c'est pas vraiment la peine qu'on aille dessus, parce que vraiment, est-ce que c'est une maladie qui existe depuis longtemps en vérité? Est-ce qu'on la connaît, cette maladie? Oui, c'est une maladie qui est souvent transmise effectivement plus sur le continent africain au départ. Et c'est cette maladie est ce qu'on appelle une zoonose. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est originellement transmise entre différentes espèces animales, domestiques et sauvages, et qui, au concours de la déforestation, du changement climatique, etc., eh bien, cette maladie, ce virus, commence à être de plus en plus en contact avec les populations humaines et on commence à avoir des cas locaux de plus en plus importants. Et la connectivité mondiale aujourd'hui fait que, effectivement, aujourd'hui, une émergence quelque part n'importe où dans le monde peut se transformer très très vite en épidémie mondiale, voire en pandémie, comme on l'a vu avec la Covid-19. Ça veut dire en réalité qu'il faut se préparer à l'émergence de nouvelles pandémies. Ce qu'on a vécu avec le Covid, ça va très probablement se reproduire à cause du réchauffement climatique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est tout à fait probable qu'on ait de nouvelles pandémies. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas, en fait. Ça va même plus loin que ça. Jusqu'au XXe siècle, on avait à peu près une pandémie par siècle en moyenne. Au XXe siècle, on en a eu au moins 4. Au XXIe siècle, on en a déjà eu au moins 2 et on n'est qu'en 2023. Donc c'est clair que ce processus, il s'accélère. Alors non seulement il faut se préparer, mais il faut essayer aussi de le prévenir. Et c'est là où c'est important d'essayer de synchroniser, comme on dit, les agendas. Parce que prévenir les pandémies, c'est aussi lutter contre la déforestation, c'est lutter contre la perte de biodiversité, c'est lutter contre le changement climatique. Et donc, en fait, il faut arriver à synchroniser ces agendas, non seulement pour limiter les conséquences du changement climatique, mais aussi l'émergence de nouvelles pandémies comme celle du Covid-19. Benjamin Roche, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie en tant que chercheur, en tant que médecin? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions? Les moyens, on a les compétences, si je peux dire. Un des problèmes qu'on a très souvent face au changement climatique, c'est que c'est un processus très graduel. On s'adapte quelque part au fur et à mesure aux petits changements quotidiens que le changement climatique nous impose. La différence avec les grosses pandémies comme celle du Covid-19, c'est que c'est un phénomène extrêmement violent, extrêmement explosif. Et du jour au lendemain, on est privé de liberté, on commence à avoir des centaines et des milliers de morts un peu partout. Donc ça réveille les consciences, ça c'est très clair. Moi je travaille depuis à peu près 20 ans sur cette thématique-là. Et effectivement, depuis la pandémie de Covid-19, il y a une vraie prise de conscience des autorités publiques, françaises, européennes, mondiales, pour essayer de lutter contre ces émergences à la faveur de ce qu'on appelle en anglais des nature-based solutions, donc avec une gestion des écosystèmes différente, plus raisonnée, etc. Alors après, est-ce que c'était un contre-coup quelque part de l'explosion de la Covid-19 ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps? Et ça, il est juste le temps de le dire. Les virus vont passer plus facilement des animaux à l'être humain. On parlait tout à l'heure de déforestation, notamment avec ces grands incendies. Ça veut dire aussi qu'il y a une migration des espèces. Est-ce qu'à cause de cela, il va y avoir de plus en plus de virus? Et est-ce que ce cheminement entre animal et être humain va être plus fréquent?
Tout à fait, c'est déjà ce qu'on observe très clairement. Il y a une très jolie étude qui a été faite il y a quelques mois en Australie sur l'émergence d'un virus qui touchait principalement les chevaux et les hommes. Et avec 25 ans de données sur les mouvements de chauves-souris, etc., ils ont pu mettre en évidence effectivement que les activités humaines, le changement climatique changent le comportement des chauves-souris, les amènent de plus en plus près des populations humaines et donc favorisent effectivement l'émergence de ces virus. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur la préparation ou du contrôle parce qu'on connaît très mal notre ennemi. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 500 000 espèces de virus qui peuvent toucher l'homme qu'on ne connaît pas encore. Donc on ne peut pas développer des thérapies, des stratégies, des vaccins contre chacun de ces virus. Il faut vraiment aller sur les facteurs en amont. Et ces facteurs en amont, ce sont le changement climatique, la perte de biodiversité et les contacts entre faune sauvage, faune domestique et humains. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Roche d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRD, spécialiste des maladies infectieuses. J'en profite aussi pour remercier Philippe Siès, qui est directeur de recherche au LSCE, et vous également sur ce plateau. D'abord, Marie Couet, militante porte-parole d'Alternativa Paris, et vous également, Julien Vincent, architecte élu à l'Ordre des architectes. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette grande question du réchauffement climatique.